Si on ne séquestre pas le prix de vente, les créanciers pourront se retourner directement contre l'acquéreur jusqu'à concurrence du prix de vente. Votre agent immobilier préféré vous a trouvé un fonds de commerce magnifique à la vente. Maintenant, dans la vraie vie, faire confiance à 100% à son agent immobilier, ça peut être compliqué. Je vous ai amené un expert. Il ressemble, on se connaît? Légèrement, on se connaît depuis la naissance. Je vous ai amené mon frangin, mon grand frère de 5 ans, et j'aime bien insister là-dessus, Maître Cédric Lamy, pour parler de fonds de commerce, parce que c'est un petit peu son dada. Il me dit, Damien, c'est intéressant, j'ai beaucoup de personnes qui veulent acheter des fonds de commerce. Je pense que ça peut être intéressant de faire une vidéo pour voir les questions, on va dire, principales à se poser, ne serait-ce que déjà avant de venir voir l'avocat et potentiellement pour préparer le premier rendez-vous avec l'avocat, comme ça tout le monde est gagnant. Exactement. Tout le monde gagne du temps. Bienvenue sur la chaîne, ça fait un bail. Ça fait un bail. Je suis très heureux de revenir avec le cabinet Partnerino sur ta chaîne. Merci pour ton invitation. Et effectivement, j'avais envie de parler avec toi de ce sujet parce que tu as bien fait de m'interroger là-dessus parce que c'est vrai que lorsqu'on nos clients trouvent des fonds de commerce par agent immobilier ou bien par de particulier à particulier, ils ont la première chose à faire finalement, c'est de se dire ok, j'ai trouvé un fonds de commerce de façon statutaire, une boutique ou une entité autonome, peu importe, hein, ça peut être aussi dans le service. On va demander de la documentation et notre job à nous, avocats, ça va être d'étudier cette documentation et de savoir si finalement le fonds de commerce dans ses éléments principaux est viable ou s'il n'y a pas de difficulté, si on a un feu vert. Donc on va avoir et on va avoir la documentation, les 3 dernières liasses fiscales, la déclaration au titre des chiffres d'affaires en cours, sur l'année en cours. Si on a un fonds de commerce de type boutique avec pignon sur rue, on va avoir un bail commercial, il va falloir qu'on vérifie ce bail commercial. De la même façon, si on a plutôt une activité tertiaire, on aura un bail professionnel. Et également, enfin, on va vérifier la masse salariale. C'est excellent ce que tu viens de faire, c'est vrai que ça me fait rebondir sur quelque chose auquel je pensais. Juste avant de continuer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne dès maintenant parce que YouTube aime ça. Et du coup, si YouTube aime, j'aime ça. Si vous kiffez que je ramène des personnes, des experts comme mon frère sur la chaîne, abonnez-vous maintenant. Parce que je sais que si vous ne le faites pas tout de suite, alors vous ne le ferez pas. Donc, prenez le temps, cliquez, on s'abonne et on continue. Ce que tu viens de faire montre que tu connais bien ton sujet parce que j'avais une question là-dessus. Du coup, c'est fonds de commerce et c'est pas une personnalité morale. C'est-à-dire que c'est pas fonds de commerce et société sont 2 points d'entrée. Alors, je ne répète pas le vocabulaire, maître, mais 2 points d'entrée différents. On est d'accord? Exactement. L'idée, je crois que la première idée, c'est qu'une personne a envie, à un moment donné, d'acheter une affaire. On va parler de ça, on va utiliser le terme générique, on a envie de reprendre une activité. Pas de la créer. Pour la création aussi, l'avocat est indispensable, à mon sens. Mais au-delà de la création, vous avez l'acquisition. Et là, effectivement, une fois que la cible est trouvée, nous, on regarde, parce que parfois, c'est vrai que les personnes ne savent pas trop, parfois, elles ont le choix. En général, le vendeur, il sait s'il vend sa société ou s'il vend son compte de commerce, mais ce qu'on fait avec vous, c'est dès le départ, on identifie déjà l'opération. Est-ce qu'on va se situer sur une acquisition de fonds de commerce, simple, ou alors est-ce qu'on va se situer sur une acquisition de société, à l'intérieur de laquelle on aura un fonds de commerce, mais on n'aura pas qu'un fonds de commerce, on aura d'autres choses. Est-ce qu'un fonds de commerce a un passif? Alors, un fonds de commerce en tant que tel, c'est un actif. D'accord? Donc on achète un actif, c'est l'avantage. Maintenant, très bonne question, maintenant, avec ce fonds de commerce, il y a des éléments indispensables qui sont transférés. Ok? On va prendre le cas d'un fonds de commerce de boulangerie. Eh bien, on est sur un fonds de commerce de type boutique. Ce qui va nous intéresser, un fonds de commerce se définit, l'élément principal qui définit un fonds de commerce, c'est la clientèle, il faut une clientèle. D'accord? C'est l'élément principal nécessaire. Et suffisant. Mais au-delà de ça, quand on achète une boulangerie, on achète sur une boutique, on va acheter un emplacement. D'accord? Donc, tout de suite, systématiquement, on va vérifier le bail commercial. Est-ce qu'il est en cours? Est-ce qu'il y en a un? Parce qu'on a parfois des surprises. Est-ce que le loyer est payé? Est-ce qu'on a dépassé la fin du bail? Ça arrive souvent, et souvent, les commerçants continuent, parce que pour eux, il n'y a pas de difficulté, ils continuent de recevoir des quittances, hein, c'est un vrai sujet dont on doit parler. Et donc, est-ce qu'on ne doit pas prévoir un renouvellement? Est-ce qu'on n'est pas un peu proche de la fin du renouvellement? Est-ce qu'on n'a pas un risque de modification substantielle, donc de déplafonnement du loyer à l'issue du bail? Donc, on vérifie tous ces paramètres. Donc, finalement, c'est un actif. Et pour revenir à l'origine de ta question, est-ce que c'est... Alors,
on ne va pas parler de passif, mais les contrats de travail, lorsqu'on achète un fonds de commerce, les contrats de travail qui sont attachés au fonds de commerce sont transmis automatiquement au repreneur. C'est la loi. Mais ça veut dire que je suis salarié de la boulangerie Dupont. La boulangerie Dupont revend son fonds de commerce à la nouvelle boulangerie Durand. OK. Ça veut dire que le salarié Germaine, Mhm. Germaine qui est salarié Germaine, depuis 15 ans. Damien, Cédric. Oui, mais j'aime bien dire Germaine. Alors laisse-moi dire, c'est ma chaîne ici. Ok, d'accord. Germaine ou Germain. Et du coup, Germaine, du coup, elle avait 15 ans de fiche de paye d'un côté. Ouais. Et au moment de la session De transmission. pardon, Du fonds de de commerce, fonds de pardon, commerce, fonds de commerce. elle devient salariée de l'autre boulangerie. Exactement, c'est Mais elle automatique. perd sa Non, elle perd pas son vient ça, ancienneté. elle vient En fait, c'est pour ça que quand tu parlais de passif, j'aime pas parler de passif parce que les salariés, les êtres humains sont pas du passif, mais pour une société néanmoins, d'accord, c'est, on peut dire entre guillemets, un passif, en tout cas, ou un engagement qui est transmis automatiquement. Ce sont les salariés, avec leur ancienneté Ok. et leurs conditions du contrat. Et on ne peut pas changer le contrat de travail. Les dettes, du coup, les dettes du fonds de commerce, par exemple, ils ont Les fournisseurs, les fournisseurs non. et les dettes fournisseurs. Tout ça n'est pas transmissible, bien heureusement. D'accord. C'est l'affaire personnelle du cédant, qui est souvent en société, d'accord. Maintenant, et là, autre chose qu'on va vérifier qui est fondamentale, c'est qu'on va tirer un état d'endettement. On va tirer un état d'endettement au greffe pour voir quels sont les créanciers inscrits sur le fonds de commerce. Et on ne pourra céder le fonds de commerce que si, au jour de la vente, le montant des créances inscrites est réellement dû au moment de la vente est inférieur au prix de vente. Exemple, le vendeur, lorsqu'il a créé ou acheté son fonds de commerce, il a souscrit à un emprunt de 300 000 € auprès d'une banque. La banque, au moment de la vente, elle a pris une inscription sur le fonds de commerce. Oui. En général, elle a pris deux inscriptions, un nantissement et un crédit vendeur. Il est évident que quand on va lever l'état d'endettement, on va avoir 300 000. OK ? Donc ça, c'est une inscription, il peut y en avoir plusieurs. En général, c'est l'inscription principale. Au moment de la vente, nous, on vérifie, on s'assure et on demande au vendeur de déclarer que, OK, on a emprunté 300, mais à ce jour, sur cette créance, il reste tant. Mettons, il reste 120 000. OK, il reste 120 000. Eh bien, on ne pourra vendre le fonds de commerce que si le prix de vente est supérieur à 120 000 €. Pourquoi ? Parce que cette inscription, elle a pour but de protéger les créanciers inscrits. Au moins de liquider les. Maintenant, tu vas me répondre, j'imagine que tu vas me dire, ouais, mais Cédric, d'accord, mais il n'y a pas que les créanciers inscrits. Il y a aussi plein de fournisseurs qui ne sont pas inscrits. Et qu'est-ce qui se passe si ça dépasse ? Là, effectivement, tu as raison. On va protéger l'acquéreur de ces dettes qu'on ne voit pas. Comment on le protège ? C'est un mécanisme légal qui est fondamental. Et ça, même quand le vendeur vous demande de ne pas le faire, il faut impérativement le faire. Et c'est là que votre avocat est un rempart, un, contre des sollicitations qui seraient un peu intimidantes de ne pas séquestrer, et deux, pour vous dire que surtout il faut le faire. Et pourquoi ? Je vais vous le dire. Votre avocat, donc l'avocat de l'acquéreur, va exiger de toute façon du vendeur qu'il séquestre le prix de vente. C'est-à-dire que lorsqu'on va faire la vente, le vendeur ne va pas toucher tout de suite ton argent. Pourquoi ? Précisément parce que pendant le délai de séquestre, on va avoir le jeu des oppositions. Les créanciers vont avoir des délais pour se présenter et faire valoir des oppositions sur le prix de vente auprès du séquestre. Ça permettra de désintéresser ces créanciers, donc de payer les dettes en fait avant que le vendeur prenne son prix de vente. Si on ne fait pas ça, si on ne séquestre pas le prix de vente, alors les créanciers pourront se retourner directement contre l'acquéreur jusqu'à concurrence du prix de vente. D'accord. C'est-à-dire que, mais d'un côté, pour vendre un fonds de commerce, enfin pour faire l'opération de cession de fonds de commerce, il faut passer par un avocat ou on peut le faire sous en privé. Et du coup, ça serait suicidaire de le faire sur un privé. Alors, l'avocat va faire un acte sous un privé. Même si c'est par avocat, ce sera un acte sous un D'accord. privé. D'accord. Donc, on peut aussi passer par acte d'avocat, électronique notamment. Mais la plupart du temps, ça va être un acte d'avocat sous un privé. Mais oui, c'est hautement recommandé, et pour la promesse, dès la promesse, comme pour la vente, qu'il y ait au moins un avocat rédacteur. Ça, c'est fondamental. D'accord ? Alors parfois, de façon plus marginale, on voit ça davantage en province, parfois les notaires. Mais en général, au cabinet, face à nous, on a des avocats, et nous, on est sollicités pour les ventes de fonds. Bah, on va pas se mentir, on passe par des notaires parce qu'on n'a pas le choix. Mais si on peut... Le notaire, c'est en vente de biens immobiliers. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que les notaires parfois les font, mais c'est surtout les avocats. Et pareil, si on vous conseille de signer sur le zinc comme on faisait avant, ou très rapidement, une petite promesse, on vous dit c'est une promesse, ne le faites pas, parce qu'une promesse, c'est engageant, c'est un avant-contrat qui engage, dans lequel
sont déjà fixées toutes les conditions du contrat final, conditions suspensives, séquestres, etc. Donc, l'avant-contrat, le compromis, la promesse de vente de fonds de commerce doit être nickel et négocié. Si d'aventure, vous achetez un fonds de commerce, que l'argent n'est pas séquestré, et que les fournisseurs, finalement, et qu'il y a des dettes fournisseurs assez importantes, ou pas, que finalement le vendeur ne paye, enfin, ou que le vendeur ne paye pas, les fournisseurs pourront vous demander de les payer jusqu'à à concurrence du prix de vente. C'est-à-dire que si vous achetez un fonds de commerce 300 000 €, d'accord, si vous séquestrez pas cette somme convenablement, selon les règles du séquestre, alors vous pouvez être tenu de repayer une deuxième fois, et vous donnez cette somme directement au vendeur, vous pouvez être tenu de repayer une deuxième fois des dettes fournisseurs jusqu'à 300 000 €, ce qui est dommage. On a deux façons de voir la vidéo, se dire tiens c'est compliqué, ou alors se dire en fait que c'est comme moi j'y connais rien en mécanique j'ai la possibilité d'essayer de réparer tout seul ma voiture quand j'ai un problème, ou et quelqu'un qui le fait tout le temps. On en parlait en off. C'est important d'aller chercher. C'est pour ça que je suis content d'avoir un avocat. C'est pour mon frère qui est avocat. C'est pour ça que je fais intervenir d'autres avocats sur la chaîne. Parce qu'en fait, j'ai envie de dire que chacun a son... Alors, je ne sais jamais le mot... je sais que tu es assez expert ou spécialité. Non, chacun a ses domaines, ses domaines de pratique. C'est un domaine de pratique. Et l'avantage, c'est que du coup, à force de voir des dossiers, oui, et des domaines de veille aussi, j'ai envie de te dire, parce que ça change tellement vite, c'est ça. Ces domaines. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important d'avoir son réseau et de se faire, et son conseil au sens large avec son équipe. Donc merci Ced, c'était bien sympa. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. On a deux choses à ajouter. La première, c'est pour finir, et Ced y participe, c'est de vous offrir la version numérique de mon dernier livre. C'est un livre aux éditions Maxima. Je vous offre, c'est cadeau, la version numérique, c'est à télécharger dans la description. Et mon frère intervient dans ce livre sur toute la partie juridique et fiscale autour de l'immobilier et commenter le livre. En fait, je lui ai donné carte blanche pour commenter le livre à chaque fois que c'était pertinent. Je vous invite à liker cette vidéo, à commenter, nous dire si vous voulez revoir celle sur la chaîne ou pas. Alors, bien sûr, il faut le revoir, mais surtout quel sujet vous voulez voir. Je vais vous mettre le lien vers le cabinet de mon frère. C'est un lien qui n'est pas sponsorisé, qui n'est pas commercialisé. Je n'ai aucun intérêt commercial à le dire. Ça veut dire que pour moi, il est bon dans sa matière. Donc, je vous mets un lien, allez voir. Et surtout, s'il vous plaît, n'allez pas le voir après. On en parlait encore à table ce midi. Anticipez. Oui, ça va vous coûter un billet. Mais le ROI du billet que vous allez mettre va être énorme. Le conseil, il est évident que je pense que c'est largement récompensé sur l'acquisition. Tout à fait, oui. Donc voilà, je vous mets les liens en tout cas et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.